Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Salut tout le monde, trop content de vous retrouver dans cet énième épisode. Je crois que j'ai perdu le compte. On n'est pas non plus énorme en quantité, mais on commence à dérouler notre petit podcast et ça fait plaisir. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos retours qu'on a sur LinkedIn notamment, ça fait trop plaisir. On les partage et c'est cool, donc n'hésitez pas à nous DM sur LinkedIn par exemple pour nous dire ce que vous en pensez. Pour donner un peu de contexte, on est dans le 3e off-site, on est mercredi. Donc ça fait, on est mercredi, ça fait 3 jours, on est arrivé dimanche soir. On a changé un peu le format, là on raconte un peu moins chaque jour, mais on prend des thématiques qu'on ancre par rapport à ce qu'on fait dans le off-site, comme ça permet d'aller un peu plus en profondeur et surtout ça permet de creuser tous ensemble un sujet. Là, dans cet épisode, on va parler Product Studio. C'est vrai qu'on n'a pas spécialement creusé le sujet dans les derniers épisodes. On vous en a parlé, mais on n'a pas spécialement dit la différence entre un Startup Studio, un Product Studio, comment notre vision chez FIG du Product Studio a évolué. Mais déjà, petit tour de définition. Un Startup Studio, c'est quoi ? C'est une structure qui en général a beaucoup d'argent, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui va financer des équipes d'entrepreneurs moyennant un pourcentage d'equity, souvent assez élevé, de 20 à 40%, sur une thèse. Souvent, ils sont spécialisés, par exemple, en fintech ou sur d'autres sujets. Et donc, ils vont financer le lancement de la startup pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, jusqu'à 1 an et demi, jusqu'au premier tour de table, et se rémunérer ensuite à la sortie, souvent lors du 2e tour de table. Donc, c'est des modèles qui sont extrêmement vertueux parce que du coup, on peut bénéficier d'expérience sur l'ensemble des startups qu'on lance au sein d'un startup studio, mais qui coûte extrêmement cher, puisque lorsqu'il faut financer une équipe pendant 6, 9, 12, 18 mois, et ne pas sortir avant 2, 3, 4, 5 ans, il faut beaucoup d'argent pour le lancer. Et nous, on n'en avait pas. Enfin, en tout cas, pas en dizaines de millions. Peut-être un jour on le fera, mais là, à notre stade, c'était hors de question. Et autre chose, c'est que il faut savoir que l'équipe, c'est une des causes de rupture, en tout cas d'échec d'une startup les plus importantes. Et donc nous, on a opté pour un modèle plutôt Product Studio, dans le sens où notre équipe, on a déjà entrepris ensemble, notamment avec notre application de lecture à l'époque qui s'appelait Doors. Donc on a déjà vécu des moments très difficiles, donc on a une équipe qui est assez solide sur ce sujet. Et donc on va se faire un petit tour de Product Studio et pourquoi ce modèle nous parle à chacun. Et je vais vous en donner notre définition avant de vous parler un peu plus chacun de comment il a évolué depuis octobre. Un Product Studio, qu'est-ce que c'est ? Il en existe 2. C'est soit pour des clients, c'est-à-dire on est une équipe et on développe des produits pour des clients. Donc c'est assez similaire à ce que peut faire une agence tech, si ce n'est qu'on package en disant je vous fais votre logiciel à la chaîne, c'est 30 000 un mois, ça va être un Product Studio externe, ou alors un Product Studio interne, ce qu'on a chez FIG, qui est la même équipe, sur la même stack technique, si possible, pour essayer de capitaliser sur ce qu'on fait, qui va développer un ensemble d'outils, une suite d'outils in-house. Donc finalement, c'est comme si on était un startup studio, mais on est la même équipe, on se finance grâce aux services, on en a déjà parlé, et on développe plein d'outils qui nous parlent, et on va vous en parler juste après comment ça a pu évoluer. Mais on va d'abord se faire un tour de table pour pourquoi pour chacun ça nous parle, cet axe Product Studio, même team, même stack, sans spoiler vers la direction vers laquelle on part, et on y reviendra juste après, mais pourquoi cette partie finalement d'usine à outils parle à chacun d'entre nous, peut-être à le mettre en perspective avec le service, ou voilà, de façon très transparente, pourquoi ça vous anime, vous, chacun,
de faire un product studio chez Fig. On peut commencer peut-être par toi, Ludo. Merci. Évidemment. Désolé pour l'intro un peu longue, mais comme ça on a posé les bases. J'attendais juste qu'il me cite pas moi. Qu'est-ce que je vais raconter ? La roulette. Putain, c'est pire que les cours là. Il y a personne au premier rang. Là. T'as pas gagné l'euro million, mais Ah oui, on a joué à l'euro million hier. On a mis une offre à 14 €. On a gagné c'était un menu 5,40. du jour du tabac. Ça a ROI négatif. On va pas recommencer, je pense. Ok, c'est à moi. Allez, Ludo, ça part. Allez go. Pourquoi le Product Studio ? Pourquoi ça te parle, ouais, toi ? Ben, je pense que c'est un peu nous tous, c'est par là aussi où on a commencé, avec Doors. Bosser sur ton produit à toi. Ouais. C'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui décides. Si ça foire, c'est ta faute. Et c'est ce côté-là qui nous passionne tous les quatre, je pense. Ouais, c'est vrai que faire du produit, et décider ce qu'on fait sur le produit, c'est cool. C'est plus sexy. Hein. Versus nous dire ce qu'on doit faire, même si ça fait partie du deal en service. Mais là, au moins, on peut le faire comme on l'entend. Et après, les tools, on en fait tout le temps. In-house, on a les tools qu'on a fait nous-mêmes pour gérer les médias, que tu utilises beaucoup, toi, Mout. Ouais. On a les tools pour les backups, enfin plein de petits tools. Et là, c'est l'opportunité d'en faire pour nous, mais aussi pour les autres. Ouais. De bosser sur nos projets et les vendre à d'autres personnes. Bonne réponse. Et toi, Guillaume, qu'est-ce qui te parle dans le fait de faire un product studio chez Fig ? Ouais, bah, comme Ludo a dit, je pense. Moi, en tant que builder, c'était le fait de. Enfin, on a cette envie de créer, nos propres tools. Et ça manque un peu dans le service, même si du coup, ça fait un peu partie du service qu'on vend, le package avec le jus de cerveau, l'expérience qui va avec. Donc, chaque sujet, même dans le service, est quand même hyper intéressant. Et ça permet de voir d'autres industries. Mais je pense que la strat Product Studio, ou surtout qu'il y a une échelle de temps qui est un peu différente, parce que ouais, c'est vrai, on en a pas parlé. Ouais. Parce qu'on va se focus sur des produits, comme tu as dit, et pas des startups. Alors que souvent, quand tu fais des startups, enfin du service, tu bosses sur des projets startups qui durent des années. Donc l'échelle de temps est beaucoup plus resserrée. Tout à fait. Et ça, c'est plutôt cool quand tu es enfin, pour nous qui aimons créer, parce que je pense que dans le temps, tu te lasses assez vite des sujets. Et donc, surtout s'ils ne marchent pas. D'avoir une rotation assez. Ouais, surtout ça marche pas. Donc là, tu as une rotation qui est plus condensée. Et donc, il y a ce côté-là, je trouve, qui est plutôt intéressant. Ouais. Toi, Moon, du coup, qu'est-ce qui te parle dans le fait de faire un product studio ? Après, tout a été dit, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est pas compliqué. Hein. Je pense que le plus important, c'est la liberté. Hein. Faut pas se cacher, à mon avis, c'est le fait de. C'est un peu notre ticket de Willy Wonka. Ouais, c'est littéralement ça. T'attends le ticket du Willy Wonka qui sort et qui pop de nulle part, parce qu'en fait, peu importe ce que tu fasses, on a essayé de faire le service de n'importe quelle manière, en fait, et sur n'importe quel modèle, en régie, sur mesure, etc., par abonnement, comme tu veux. Mais t'as quand même le pied qui est pris et attaché, tu vois, donc c'est compliqué. Et moi, je pense que c'est ça, ouais. Product Studio, c'est quand même la liberté. Ludo a donné un très bon exemple, c'est que tu as ta propre direction, tu es entre guillemets, vraiment ton propre patron pour une fois. C'est-à-dire que oui, le service, tu prends des directions, oui, tu donnes, entre guillemets, tu diriges la direction, mais tu n'es quand même pas le décideur à 100% et tu n'es pas le leader à 100%. Ouais. Et je trouve qu'il y a un autre point aussi que surtout j'ai capté avec nous, qu'on régresse en faisant du service. C'est con à dire, mais avec les technos qu'on utilise, avec la manière de bosser ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'on n'innove plus, en fait. Et on est toujours, tu vois, on a une espèce de... On atteint je sais pas comment on dit l'expression, mais la clé de voûte, pas la clé de voûte, mais le plafond de verre. Le plafond de verre, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi je dis la clé de voûte, mais on atteint le plafond de verre. Et on avait eu ces discussions, Guillaume, je sais pas si tu te souviens, mais on en parlait, on disait que, en fait, on fait tellement la même chose tout le temps qu'on fait plus de trucs sexy. Le boulot excusez-moi du terme, nous fait un peu chier, parce que c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps redondant. Et en fait, tu vois pas de trucs nouveaux qui t'attisent un peu ou qui attisent ta flamme. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant dans le Product Studio, c'est que en fait, on peut faire tout et n'importe quoi. Toi, tu viens avec une nouvelle idée toutes les 7 secondes et demie à peu près. C'est un enfer, mais c'est super. Et nous, le défi, c'est de réussir à le créer, en fait. Et je trouve que c'est trop cool, quoi. C'est la liberté, l'imagination et la perf que tu peux prendre, en fait. Ouais. Du coup, si on résume, finalement, pour Ludo, c'est le fait de bosser pour nous. Pour toi, Guillaume, c'est le fait de créer, de build, d'aller vite en termes de time frame. Et pour toi, c'est un peu le ticket de Willy Wonka pour sortir, et tout en ayant accès à l'innovation, puisque sur le service, on est capé au niveau d'innovation des demandes de nos clients. Ouais. Mais sur le Product Studio, on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, à la vitesse qu'on veut. Et pour toi, dis-nous tout. Bah pour moi, je pense que c'est un peu le ticket de Willy Wonka, dans le sens où moi, il y a deux sujets. Pour moi, c'est la clé pour sortir vraiment du schéma. C'est un peu la rat race, quoi, dont on parle. Donc c'est vraiment arrêter de vendre son temps et pouvoir se concentrer
sur des choses qui sont décorrélées de notre temps vendu. Donc c'est vraiment essayer de sortir petit à petit de la rat race. Et il y a un autre sujet qui est l'effet composé. C'est-à-dire, en fait, chaque mois qui passe sur un product studio, c'est potentiellement plus de revenus qui tournent versus ce service où chaque mois on recommence à zéro. Ouais. Alors que sur du studio, il peut se passer plein de choses. Des outils peuvent se casser la gueule, etc. Mais globalement, on est d'une part dans de l'exploitation, c'est-à-dire on délivre, on produit, alors que dans l'autre, on est vraiment dans l'investissement. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que chaque minute qu'on passe dans le product studio, techniquement on en récupère à un moment donné de la valeur. Alors parfois ça plante, parfois ça réussit, parfois c'est un peu entre les deux, mais au moins on build, on investit, on construit. Et donc ça c'est vraiment un truc que j'apprécie. Et maintenant on va revenir donc un peu dans le passé. On arrive vers octobre et on se dit voilà, pour faire simple, le service c'est cool, il faut arrêter de vendre son temps, on va utiliser un peu notre temps libre pour faire des SaaS. Et là je me rappelle, on a notre petite page Notion, on se fait une scorecard, un peu les erreurs à pas faire, etc. On a tous nos trucs. Et puis on liste plein d'idées. Petit tour de table surprise. Guillaume, est-ce que tu te rappelles une des idées qui était dans le Notion Scorecard ? Au pif comme ça Non. C'est plutôt bon signe entre guillemets, dans le sens c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a marqué. Et pour info, on n'a rien fait de ce qui est dans la scorecard. Mais du coup, pour vous donner un ordre d'exemple, il y avait un truc pour gamifier, par exemple, les lignes de code pour des profils techniques. Donc faire une espèce de jeu en fonction du nombre de lignes sur linéaire. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais du coup, c'était des choses qui allaient vraiment sur un spectre très très large. Donc à la fois des logiciels techniques, des logiciels de sales, des logiciels de plein de choses. Et notre vision a petit à petit évolué, notamment en écoutant des podcasts, en regardant, en suivant des gens sur Twitter, sur LinkedIn, et en apprenant finalement de certaines personnes qui font du product studio, parfois de façon consciente, parfois de façon inconsciente. Mais ça, on y revient juste après. Et on a commencé du coup par SteelSync. Du coup, Ludo, par exemple, SteelSync, pour toi, en quelques mots, ça s'adresse à qui ? Pour ceux qui n'avaient peut-être pas suivi, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. À qui ça s'adresse et ce que c'est ? Ouais. SteelSync, ça se base sur le product linéaire de gestion de tâches et ça offre une vue business des tâches en cours. Ça permet à plutôt des teams business de voir où ça en est, de suivre l'évolution, mais sans avoir à trouver de l'info dans des boards compliqués avec plein de tâches, des noms de partout, des tags, etc. Exactement. Donc du coup, c'est vraiment un logiciel qui va s'adresser à des profils techniques ou des product managers. Donc on a commencé avec ça. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on allait faire un nouveau SaaS, on allait recommencer de zéro. C'est-à-dire tous les product managers que j'ai rencontrés, probablement que le nouveau SaaS, c'est pas pour eux. Donc en fait, il faut recommencer de zéro, etc. Et petit à petit, en discutant, on est arrivé avec en tête une stratégie un peu de brute force. Peut-être, Guillaume, tu pourras un peu en parler juste après. Mais jusqu'à présent, on avait la même équipe, la même stack technique. Et en fait, on a poussé le curseur encore plus loin. Et pour reboucler avec ce que je disais, pour vraiment ne pas perdre une minute de ce qu'on construit et pouvoir le recycler à l'infini sur tous les SaaS qui vont arriver. Et donc, c'est un petit peu dans le jargon ce qu'on appelle du brute force. Peut-être tu peux d'ailleurs dire d'où vient le brute force d'ailleurs en termes techniques, ce que c'était, ce que c'est. Il m'a pris pour ChatGPT. Salut Guillaume GPT. Non mais brute force en tech c'est par exemple c'est une attaque par exemple quand on va essayer de brute forcer un mot de passe par exemple et on va tester toutes les combinaisons possibles une par une le plus vite possible pour jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon résultat. Donc, et si on l'applique du coup à notre Product Studio si on l'applique à notre Product Studio, c'est l'idée de brute forcer une cible. Exactement. Donc ça c'est le point 1. Et brute forcer du coup, on l'a étendu à la tech aussi. Brute forcer un sujet, un scope technique pendant plusieurs mois. Parce que ça va permettre de justement gagner du temps sur notre innovation tech. Parce que là typiquement sur le sujet qu'on a en cours, c'est surtout du scrapping et du botting. Et effectivement ces technos vont prendre du temps à être débloqués. Mais une fois qu'elles ont été développées, on va pouvoir capitaliser dessus sur les quelques mois d'efforts pour développer ces technos. On va brute forcer les sujets SaaS autour de ces technos-là parce qu'il y a plusieurs SaaS qui peuvent tourner autour de ce sujet. Et donc ça permet aussi d'optimiser encore plus sur la partie technique en plus de l'audience.
Tout à fait. Voilà la strat brute force. Et donc du coup on est arrivé d'un product studio où il y a plusieurs stratégies en product studio. Il y a l'opportunisme, c'est-à-dire il y a une nouvelle techno qui arrive sur le marché et on en fait un outil, ChatJep. Il y a la stratégie où on copycat quelque chose qui marche très très bien et on essaye potentiellement de le faire mieux ou sur une cible différente. Il y a la stratégie du brute force. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies. Au début, on a été plutôt opportuniste avec StealthSync puisque nous-mêmes, on en avait besoin. Là, on bascule vers du brute force. En gros, on a la même équipe sur la même stack technique avec des modules techniques qu'on développe. Par exemple, là, le botting, le scrapping, mais tout est sur le même langage qu'on utilise sur tous nos projets et sur la même cible. Donc concrètement, le Product Studio de Fix va s'adresser à tous les fondateurs de Software as a Service, tous les fondateurs de SaaS, avec une proposition de valeur qui est vous aider à faire plus de chiffre d'affaires. Et donc tous nos SaaS vont être axés soit pour faire plus d'acquisition, plus d'activation, plus de revenus, plus de rétention ou plus de referral. C'est le funnel en grosse. Et donc on brute force en disant on s'adresse à la même cible tout le temps, avec la même proposition de valeur et avec des angles un peu techniques différents, des sujets d'accroche un peu différents. Peut-être, Moon, tu peux nous parler un petit peu du SaaS de cette semaine, Grouse, pour illustrer. On a Welcome Message, on en parlait dans les épisodes précédents, il sera live dès vendredi, pour vous donner très concrètement un exemple de à quoi ça peut ressembler, puisque ça sera le premier SaaS qui respecte maintenant notre thèse. Welcome Message permet à n'importe quel SaaS Founders d'envoyer un message sur LinkedIn à quelqu'un qui vient, par exemple, de s'inscrire à son logiciel. Donc, on se connecte à la fois à son logiciel et à la fois à son compte LinkedIn pour relier des événements produits, par exemple le sign-up, le churn ou la subscription, et lui envoyer un message LinkedIn. Qu'est-ce que ça donne en vrai ? Ludo a un SaaS qui s'appelle Chips. Moi, je m'inscris à Chips. Ludo m'envoie un message en disant « Salut François, je viens de voir que tu t'es inscrit sur Chips. Trop cool, ça fait plaisir. N'hésite pas à me dire si tu as des feedbacks. » Moi, je me dis « Trop bien. » Le mec, c'est le founder, il vient me parler sur LinkedIn, c'est incroyable, versus un welcome mail traditionnel. Autre exemple, je me désabonne de Chips. Ludo, il peut envoyer quelqu'un de son équipe, par exemple un customer service. Ah salut François, tu t'es désabonné de Chips, voilà, pourquoi, est-ce que tu aurais des idées, versus un email de feedback, churn. Ou alors, je viens de m'abonner à Chips, il envoie son sale en disant trop cool, tu t'es abonné, écoute, je suis là, n'hésite pas si tu as des questions. Donc, c'est vraiment aller travailler la relation et jusqu'à plus 55% d'augmentation sur l'activation et grâce à Welcome Message. Donc ça sera vraiment le premier outil qu'on va ouvrir là-dessus. Et le deuxième, qui est un peu plus du coup autour du botting, du scrapping, comment tu le définirais pour tout à chacun. Si je suis par exemple quelqu'un, je te passe une balle un peu plus simple, mais je fais de ce qu'on appelle du building public, donc je poste sur les réseaux ce qui se passe un peu, je raconte mon histoire, un peu ce qu'on fait dans ce podcast. Qu'est-ce que va permettre un petit peu Grosse ? Par où commencer Long story short. Il y a beaucoup de versions de Grosse qui ont été proposées au début. On a changé, on a été sur d'autres axes, mais en gros, très simplement, c'est une problématique qu'on a rencontrée, nous, et que potentiellement toute personne, tout founder ou tout solopreneur rencontre, je pense, tous les jours. Quand on fait du building public. Quand on fait du building public, j'allais y venir, ouais, exactement. Et en gros, le building public, pour ceux qui ne voient pas, mais je pense que tout le monde voit ce que c'est de poster du matin au soir sur ce qu'on est en train de faire, de mettre des updates, potentiellement quand on est en train de build un project, ou comme nous quand on fait un SaaS. Et c'est hyper frustrant, c'est très compliqué à faire parce qu'en fait, on a que 24 heures, donc il faut travailler. Et en plus de ça, il faut penser au poste, il faut aller chercher un petit peu des idées, etc. Donc c'est dur, hein, très difficile. Moi et François, on galère encore aujourd'hui, c'est un enfer. Après, c'est puissant parce que ça agrège une communauté, tu partages, exactement. Tu donnes. Ouais. Tes échecs, tes réussites, c'est ça. Donc tu agrèges autour de toi, donc c'est vraiment très puissant, mais c'est très dur. C'est très dur et il y a des personnes qui sont spé là-dedans et nous on essaye de les imiter, on va dire, comme on peut. En plus de ça, on parle pas du tout de la même manière parce que moi, je parle plus axe design, je parle pour des designers, entre guillemets, pour ma communauté designer, et François, plus côté grosse market, etc., où il va donner de ses tips et, encore une fois, présenter les outils qu'on crée chez Fig, qui sont des échecs ou des points positifs. Et donc, pourquoi on a décidé de faire grosse ? Parce que grosse, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permettrait potentiellement, on va dire, de fluidifier un peu plus, je vais essayer de le dire d'une manière assez simple, tu me dis si c'est pas bon, mais on va essayer de fluidifier, on va dire, un peu plus nos data. On va essayer de faire en sorte que chaque personne soit au courant de ce qui se passe. Par exemple, si François est en train de bosser, par exemple, de son côté sur du building public et que moi-même je suis en train de bosser sur du building public, on va avoir tous les deux un dashboard qui, on va dire,
récupère toutes ces informations-là, que ça soit sur les réseaux comme TikTok, LinkedIn, Facebook, Insta, peu importe. On prend tous les réseaux et on propose toutes ces datas-là sur un dashboard. Alors pourquoi ? Ce qui est bien, c'est que moi, je peux suivre en temps réel ce qui se passe du côté de François. Ludo, qui n'est pas du tout au courant du building public parce qu'il est plus sur la production tech, et comme Guillaume, en fait, ils ont une tour de contrôle incroyable sur ce qu'on est en train de faire. Ouais, exactement. Et sur 2 scopes différents, sur 2 publics différents, mais encore une fois, pour la même entité qui est Fig. Et donc, c'est ça que je pense, tu me diras, c'est le main focus de Gross aujourd'hui. On a aussi un axe qui est beaucoup plus poussé plus tard sur de l'automatisation. Donc, on a des bots qui vont être intégrés et qui vont se plug à cet outil qui va être, je pense, une usine à gaz par la suite. Mais voilà, c'est un peu les grandes lignes. Ouais, François, je te laisse prendre le lead. Exactement. Il me passe la balle comme ça enflammée. Non, pour conclure, c'est vrai que Gross permet d'agréger les comptes sociaux de toutes les personnes qui font du building public, Twitter, LinkedIn, et à la fois de toute l'équipe, donc Oumoud par exemple et moi, au sein d'un même dashboard, et donc d'avoir vraiment cette visualisation de l'impact qu'on a en faisant du building public en termes de reach ou d'engagement, qui débloque une seconde étape qui est un peu la gamification, parce qu'il faut rester constant, et content aussi d'ailleurs. Oui, toujours. Exactement. Et donc débloquer des challenges en se disant vas-y Oumoud, cette semaine toi et moi on a un challenge, c'est poster 1 fois par jour sur Twitter. Donc gamifier un petit peu le building public et avoir un onglet trends qui te remonte des posts, des choses qui sont cool, qui marchent bien. Et donc vraiment toute une partie consulter à la fois ces analytics, ce que fait la team, où on en est en termes de performance, de notre challenge et des tendances actuelles sur chaque réseau. Donc c'est vraiment un outil sur lequel s'appuyer pour faire du building public. Et donc si on reprend l'analogie du funnel, pour notre Product Studio, c'est un outil qui se mettra au niveau de l'acquisition, puisque faire du building public permet aussi d'acquérir de nouveaux utilisateurs par rapport aux choses dont on parle, donc nos outils SaaS ou le design, etc. etc. Et je me permets aussi, super. Tu parlais de la gamification tout à l'heure et on se bat littéralement avec François du matin au soir toutes les semaines en se disant bon bah t'as fait combien de posts, ou alors littéralement François de son côté créer des extensions Chrome pour pouvoir justement gamifier nos posts. Ça marche super bien ChatJep pour les extensions Chrome. C'est insane. Et il a dev ça de son côté. Il m'a dit ok Mehmet, t'es à combien, oublie pas de mettre à jour, oublie pas de mettre à jour. Donc c'est un truc très sommaire, tu vois. Il a avec ses quelques compétences qu'il a. Ouais, c'est tout croupi. Mais c'était trop bien parce que du coup fin de semaine à chaque fois on se retrouvait tous les deux à se dire ok toi t'as fait combien de posts Twitter, combien de LinkedIn, combien de Reddit, ça etc. fait combien de reach, machin. Donc c'est pour ceux qui font du sport, c'est vraiment un peu comme Strava, votre challenge de la semaine, de l'année, la récompense, combien de temps couru, machin. Bah là c'est pareil, mais en termes de business public. Et donc en team, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est encore plus intéressant. C'est que moi, l'objectif que j'avais, c'était de détruire François. Sauf que le truc, donc je me suis dit, alors attends, lui il a fait combien? Avec des associés comme ça, pas besoin d'ennemis. Hein. Il a fait gentiment. Il a fait combien d'impressions cette semaine? 45 000. Vas-y, je refais encore un post dans 5 minutes. Là, il faut que je les dépasse. Donc c'est très drôle de ce côté-là quand t'es au sein d'une même team, je trouve, et c'est pour ça que Gross ça peut apporter justement cet aspect un peu. Ça matérialise en fait ce truc. Collaboratif. Et ça l'automatise. Exactement. Et de gamification. Et aussi un dernier point, c'était. Alors attends, je l'ai oublié celui-là, mais. Ouais, je sais. Non, c'était ça en gros que je voulais dire. C'était la gamification et la concurrence que tu pourrais potentiellement avoir entre nous, entre associés, etc. Mais même au sein d'une team, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe. Et oui, c'est bon, je reprends le fil. C'est la diversité des comptes. Parce que moi, je suis sur Dribbble, je suis sur Reddit, je suis sur LinkedIn, je suis sur TikTok, alors que lui n'a pas du tout, par exemple, Dribbble, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans une même team, on peut potentiellement voir aussi les réseaux qui sont utilisés par d'autres personnes. Ouais, et ça peut être intéressant. Et d'agréger partout, etc. Exactement. Donc voilà, c'est une illustration. Welcome Message, on est sur l'activation, rétention, revenu. Gross sera plutôt sur l'acquisition. Donc voilà, c'est la concrétisation de l'évolution de notre Product Studio. C'était un petit épisode vraiment axé Startup Studio, Product Studio. J'ai beaucoup parlé, on fera d'autres épisodes où je parlerai beaucoup moins. Mais je pense que c'est important. J'ai eu beaucoup de questions sur mais ça veut dire quoi Product Studio, c'est quoi, c'est comme un startup. Donc voilà, vous avez la réponse. Et puis, mais quand même ravi d'en discuter si vous voulez en DM. Et puis, écoutez, merci. À la suite. Merci à tous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé ? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre.
Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le gros en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter ou LinkedIn. Il y a assez de call to action là ou pas ? Non, j'en rajoute. Allez, en gros, merci de votre soutien et à très vite.